Bien, bonsoir à tous. Merci de votre présence à ce séminaire de la chaire PPP. Qui s'intitule PPP et Smart Cities, donc partenariat public-privé et Smart Cities. Donc les Smart Cities, c'est un thème qu'on a commencé à investiguer, à étudier depuis quelque temps déjà à la chaire PPP. On avait organisé en mai 2017, un petit déjeuner. Donc la formule change, c'était croissant avant le séminaire quand c'est petit déjeuner, et là ce sera champagne après, donc c'est voilà, et qui s'intitulait Freins et opportunités pour les acteurs publics et privés. Donc on tourne toujours autour du même thème, qui est quand même l'ADN de la chaire PPP, mais surtout 2017-2019, il y a des projets importants qui se sont déployés. La Smart Cities est toujours d'actualité. Même si il y a d'autres concepts qui sont venus la compléter. Enfin, on discutera peut-être de cette évolution-là, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le rôle des partenariats publics-privés, le rôle des acteurs publics d'un côté, des acteurs privés de l'autre, de la régulation, des contrats, des nouvelles technologies, des données, le sujet est toujours d'actualité, et on pensait qu'il était important de faire un nouvel événement consacré à cette question-là. La chaire PPP va sortir par ailleurs une note, c'est une nouvelle série de publications du type Policy Paper, donc on a coécrit avec Benoît Thirion, donc très prochainement. Donc voilà, donc c'est un sujet important dans ce contexte-là. Donc aujourd'hui, on a donc deux présentations. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces deux présentations-là qui vont se compléter, avec Benoît Thirion, qui est donc partenaire dans le cabinet Altermind, juriste, ancien avocat et juriste de formation. Et donc qui suit ces questions-là. Enfin, je le laisserai sans doute présenter sa motivation pour le sujet. Et puis un autre juriste, donc cette fois-ci on accueille deux juristes, donc Sylvain Chapon, qui est délégué marketing stratégique siège B2T, donc qui là aussi je pense nous expliquera l'ampleur de sa tâche et la place dans le groupe ENGIE sur ces sujets de Smart Cities. Donc au niveau de l'organisation du séminaire, donc Benoît va prendre la parole en premier pour dresser un panorama et mettre l'accent sur les grands enjeux qui se présentent aujourd'hui. Et puis ensuite, Sylvain complétera avec la vision de l'opérateur ENGIE et sa connaissance de la mise en œuvre des Smart Cities. Une petite précision, cette conférence est filmée pendant la présentation de nos deux orateurs, et ensuite il n'y aura plus de film. Voilà. Donc ce sera le moment d'ouverture aux questions. Donc là, vous pourrez vous sentir libre de poser toutes les questions que vous voulez. Non pas que les orateurs ne se sentent pas libres non plus de dire ce qu'ils ont envie de dire, mais voilà, c'est la formule qu'on a choisie. Voilà, donc la fin, normalement, c'est 20h. On a commencé un petit peu en retard, c'est le signe du fameux quart d'heure académique. Mais voilà, à 20h, on aura le plaisir de pouvoir suivre la discussion autour d'un cocktail. Alors, il faut... Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, comme Karine l'a dit, je suis associé d'un cabinet de conseil qui s'appelle Altermind, et je suis en charge de la pratique infrastructure, services publics, énergie d'Altermind. J'ai été pendant 8 ans avocat spécialisé en droit public des affaires, ce qui expliquera peut-être un biais un peu juridique dans ma présentation. Et j'ai rejoint Altermind il y a 2 ans pour développer la pratique du cabinet sur ces secteurs infrastructure, services publics, énergie. 2 mots sur Altermind. Altermind, c'est un cabinet avec un modèle original, puisque pour répondre aux besoins de nos clients, on va rechercher de l'expertise académique avec des gens très brillants comme Karine, par exemple. Et dans ces secteurs infrastructure et énergie, on accompagne nos clients dans leur stratégie d'entreprise et dans leurs relations publiques-privées, dans ces différentes dimensions, régulation, contrat, investissement, qui sont autant de dimensions qu'on va retrouver dans la présentation d'aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler ce soir de romans d'anticipation, de séries télé ou de science-fiction.
Je crains d'être beaucoup plus prosaïque que ça, puisque la présentation, en réalité, comme Karine l'a dit, elle sera une synthèse des travaux qu'on a eu l'occasion de faire ensemble, notamment pour Terra Nova, avec une note qui portait sur les relations publiques-privées dans la ville intelligente, travaux qu'on va effectivement poursuivre pour la chaire EPPP. Donc si vous voulez du rêve, c'était plutôt au Salon Vivatech qu'il fallait aller que d'assister à cette présentation qui va être assez opérationnelle. Ce que je vous propose, c'est d'aborder ce sujet des relations publiques-privées, plus que des partenariats publics-privés, parce que j'ai choisi d'aborder ce thème de façon assez large. D'abord avec un cadrage général sur un état des lieux de la Smart City, notamment en France, et voir en quoi la relation publique-privée est clé pour le déploiement des Smart Cities, à condition qu'on prenne en compte les spécificités de la transformation digitale. Et puis ensuite, on fera un focus sur 3 leviers de la relation publique-privée qui peuvent aider à accélérer le déploiement des Smart Cities tout en conservant la maîtrise pour les collectivités publiques. 3 leviers qui sont le levier contractuel, le levier financier et le levier de la régulation. D'abord, un rapide état des lieux sur la Smart City en France aujourd'hui, en commençant par sa définition. Alors, on n'a pas voulu rentrer dans un débat sur est-ce qu'il faut utiliser le terme Smart City ou celui de territoire d'intelligence, qui occupe beaucoup de monde. Donc, on a préféré rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que, au fond, tout le monde sait bien ce qu'on entend par Smart City. Ce sont des territoires, plus que des villes, c'est bien l'ensemble du territoire, qui utilisent les nouvelles technologies et la data pour répondre aux besoins de leurs citoyens, améliorer la vie quotidienne des habitants et assurer un développement durable. Après, en fonction des territoires, bien évidemment, ça peut prendre différentes applications, mais la définition générale est bien là. Il faut concevoir la Smart City comme une opportunité pour répondre aux défis de la vie urbaine avec une urbanisation croissante. Et j'ai mis là un schéma qui est tiré d'une étude de McKinsey qui montre qu'on peut attendre de la Smart City une amélioration de 10 à 30% des principaux indicateurs de qualité de vie dans la ville. Alors par exemple la santé, la sécurité, la participation civique ou le temps de transport. Mais bien sûr, pour que ces opportunités se réalisent, il faut tenir compte des risques que présente aussi la Smart City, parce que c'est en tenant compte qu'on pourra assurer un développement harmonieux des villes. Et ces risques, ce sont bien sûr la tentation d'avoir une vision technocentrée de la Smart City, alors qu'il faut au contraire en avoir une vision humaine et centrée sur l'usager pour répondre aux besoins des habitants des villes. Le risque également de négliger les libertés fondamentales et la protection de la vie privée, ce qui pose la question bien sûr de la protection des données personnelles, le risque de cybersécurité, et également un risque important dont on parle trop peu sans doute, qui est le risque de renforcement des fractures territoriales et des inégalités sociales, qui est un risque réel qui tient aux effets de réseau et aux effets de concentration qui sont liés à l'économie numérique. Où en sommes-nous aujourd'hui en France du développement des Smart Cities? Ce qu'on dit dans notre note avec Karine, c'est qu'on est en quelque sorte au milieu du gué et qu'on peut voir la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Si on les voit à moitié pleine, on constate qu'il y a une forte mobilisation des acteurs, aussi bien des acteurs privés que des acteurs publics, pour mettre en œuvre des projets smart. On voit aussi que les classements se multiplient avec des villes françaises qui sont parfois assez bien classées. Là, on a bien un classement où la ville de Nice, par exemple, apparaît en 4e position. Mais on peut aussi voir la bouteille à moitié vide et constater que déjà la transformation digitale est loin d'être généralisée sur le territoire. On considère qu'il y a environ une trentaine de villes françaises qu'on peut considérer comme des Smart Cities qui figurent dans les différents palmarès. Et puis, quand on regarde un peu plus les projets qui sont mis en œuvre, le plus souvent, ce sont des expérimentations ou des projets de portée assez limitée, qui se limitent à un service, à un quartier ou à une période donnée, et qui, trop souvent, ne sont pas évalués. Et donc, parfois, on s'interroge sur la traduction concrète en termes de vie quotidienne pour les habitants de ce type de projet-là. Et donc, compte tenu de cet état des lieux un peu mitigé, la conviction qu'on a, c'est que la relation publique-privée peut permettre de passer à l'étape d'après et vraiment de déployer les solutions Smart City. Pourquoi? Parce que les collectivités publiques, elles ont tout intérêt à se tourner vers le privé pour 2 raisons. Pour acquérir des compétences et une expertise tout à fait spécifique, et on sait que dans l'économie numérique,
il y a besoin de compétences que n'ont pas forcément les collectivités publiques, par exemple les data scientists, ou en termes de protection des données. Et la deuxième raison, elle est aussi financière, c'est que se reposer sur le privé peut aussi permettre de mettre en œuvre des projets en tenant compte des contraintes qui pèsent sur les finances publiques. Mais pour que cette relation public-privé soit vraiment un élément déclencheur pour le déploiement des Smart Cities, il faut qu'elle évolue et qu'elle tienne compte des grandes ruptures qui sont liées à l'économie digitale. La première de ces ruptures, elle concerne la valeur économique, qui traditionnellement était dans l'infrastructure, quand on parle de services urbains, mais qui dans l'économie numérique se trouve beaucoup plus dans l'usage et dans la donnée. Donc il y a une forme de retournement de chaîne de valeur dont les acteurs doivent tenir compte dans la mise en place de leur projet. Une deuxième rupture, ça va être sur l'initiative des services. On le sait, les services urbains, ils relèvent en principe de la responsabilité des collectivités publiques qui en prennent des initiatives. C'est pour ça que la plupart des services urbains sont des services publics. Mais à l'ère numérique, on voit apparaître de nombreux services privés qui sont proposés par des nouveaux acteurs, notamment des plateformes, et qui interviennent en dehors du champ de responsabilité des collectivités publiques. Troisième rupture, elle est organisationnelle. C'est que historiquement, les collectivités publiques se sont organisées en silos, de façon sectorielle, alors que la Smart City est par nature transversale. C'est lié notamment à la donnée. On comprend bien qu'en générant de la donnée peut être utile non seulement au service et à l'infrastructure qu'il a générée, mais aussi à d'autres services. L'exemple typique, c'est l'éclairage public, qui sert aujourd'hui, en tout cas quand il est intelligent, non plus seulement à éclairer, mais sur lequel on va aussi mettre des capteurs pour surveiller la qualité de l'air, pour suivre l'état du trafic. Et donc on comprend bien que, du coup, il faut changer l'organisation des services et pouvoir impliquer non seulement le service de l'éclairage public, mais aussi les autres services concernés par la donnée pour exploiter cette donnée. Quatrième rupture, ça va être sur la place de l'usager. L'usager, comme son nom l'indique, il a souvent été considéré comme un consommateur assez passif en fait, des services urbains, alors qu'à l'ère digitale, il acquiert un rôle beaucoup de consommateur actif, d'une part. Par exemple, il va flexibiliser sa demande en fonction de l'offre, c'est tout l'objet des smart grids en matière énergétique. Et parfois, il est même producteur du service dans l'économie de la fonctionnalité, qu'on pense par exemple au covoiturage. Et puis enfin, une dernière rupture, c'est le risque et l'incertitude qui sont renforcés dans un univers digital, tout simplement parce que c'est un univers économique qui change beaucoup plus vite que ce qu'on a pu avoir l'habitude de connaître. Et donc dans ce contexte, on a une nouvelle configuration de l'action publique. On peut dire qu'à l'alternative classique qui était pour la collectivité publique lorsqu'elle veut mettre en œuvre un service urbain, soit de faire elle-même, soit de faire par le privé, sous la forme de marché ou de partenariat public-privé, s'ajoute une troisième possibilité aujourd'hui, qui est celle de laisser faire. Alors il ne faut pas entendre le laisser faire comme l'absence totale d'intervention, mais comme le fait de laisser les initiatives privées se déployer, mais avec dans certains cas une régulation de ces acteurs. Et donc ce que je vous propose dans cette présentation, c'est surtout d'insister sur le faire et sur le laisser faire dans sa composante régulation. Alors, si on en vient au contrat public, la thèse qu'on défend dans notre note, c'est qu'il faut que les pratiques contractuelles tiennent mieux compte des transformations liées à l'économie digitale si on veut accélérer le développement des smart cities. Et on dit souvent que le droit de la commande publique est un droit très rigide, qui n'est pas adapté à l'innovation. Ce n'est pas complètement faux. C'est sûr qu'il y a des règles rigides qui ont aussi leur justification, mais il y a aussi des leviers qui existent, et l'enjeu, c'est de se saisir de ces leviers. Donc, on a voulu pointer 5 grandes implications de l'économie numérique qui doivent être mieux prises en compte par les acteurs dans les contrats publics. C'est d'abord le caractère global des contrats, le passage d'une maîtrise d'ouvrage à une maîtrise d'usage, l'innovation dans les contrats qui doivent être plus ouverts à l'innovation, les nouveaux risques qui peuvent amener à des partages des risques un peu différents de ce qu'on a pu connaître dans les contrats publics, et enfin l'importance de systématiser les évaluations des projets publics. Donc je vais maintenant
regarder chacun de ces aspects en essayant de donner des exemples concrets de projets où on voit que les pratiques sont en train de changer. Alors, première implication d'abord, c'est de privilégier des contrats plus globaux. Par contrat global, on entend trois aspects fondamentaux. Le premier d'abord, c'est d'avoir une approche intégrée des infrastructures et des services urbains. C'est-à-dire de prendre en compte dans le contrat l'ensemble de la chaîne de valeur qui va de la conception de l'infrastructure, de ses spécificités techniques, jusqu'à l'exploitation de l'infrastructure, y compris l'exploitation des données. Comme ancien avocat, j'ai eu à négocier certains contrats de services urbains, et les clauses sur les données, c'était souvent des clauses qu'on discutait très peu, des boilerplates, comme on dit. On voit bien qu'à l'ère numérique, où la valeur réside dans la donnée, ça n'a pas grand sens, et qu'il faut vraiment prêter beaucoup plus d'attention à ces clauses sur les données dans les contrats. Et ça justifie donc des contrats qui portent sur une mission globale, qui va de la conception jusqu'à l'exploitation, y compris l'exploitation des données. Donc ça mène à privilégier les concessions ou les marchés globaux dans le code des marchés publics. Aujourd'hui, on a un projet assez emblématique de cette tendance, que vous connaissez peut-être, qui est le projet Onde-Dijon, qui est un projet conduit par la métropole de Dijon, avec un consortium qui ne comprend pas Engie, donc je ne vais pas trop insister. C'est un contrat donc, avec Suez, Citelium, Capgemini et Bouygues Energy Services. Et l'objet de ce contrat, c'est de concevoir, de réaliser, d'exploiter un centre de pilotage à distance de l'espace urbain. Et on voit bien que le contrat a bien donné au titulaire la maîtrise de l'ensemble de cette chaîne de valeur. Deuxième aspect de globalité des contrats publics à l'ère digitale, c'est non plus cette fois une transversalité, une intégration verticale, mais plus une intégration horizontale qui est liée au caractère transversal de la ville. C'est tout simplement l'idée de réunir dans un même contrat un ensemble de services où il y a du sens à organiser la mutualisation et la coordination de ces services sur la base des données collectées à l'occasion des services et sur la base des infrastructures. Là aussi, le projet Onde-Dijon, c'est un bon exemple, parce que c'est un contrat dans lequel il y a une vingtaine de services qui vont de la vidéosurveillance jusqu'à la gestion des carrefours, ou aussi à la gestion de certains réseaux. Et d'ailleurs, le projet est financé en partie par les économies qui peuvent être faites grâce à la mutualisation de ces services-là. Un autre exemple en matière de mobilité, c'est le contrat de mobilité globale qui a été conclu, là aussi par la métropole de Dijon, qui prend beaucoup d'initiatives de ce point de vue, et qui réunit l'ensemble des services de mobilité urbains, donc pas seulement les transports urbains, mais aussi les parkings et les vélos en libre-service, par exemple. Et puis un autre exemple à l'international, et là je vais faire davantage plaisir à mon voisin, c'est le contrat qu'a conclu Engie avec l'université d'Ohio, enfin vous en parlerez mieux que moi, mais pour gérer, dans le but de décarboner le territoire, un ensemble de services qui concernent la production d'électricité et la consommation d'électricité. Donc ça va de la mise en place d'un smart grid jusqu'à la mobilité électrique. Troisième aspect du caractère global des contrats publics à l'ère numérique, c'est aussi le fait, et qui découle de la transversalité de la Smart City, c'est le fait d'avoir intégré beaucoup plus d'acteurs. On sort d'un face-à-face entre la ville et un opérateur urbain. En réalité, il faut prendre en compte dans les contrats également les aménageurs, les gestionnaires de réseau, les entreprises qui permettent de faire des économies d'énergie, et aussi, et c'est très important, l'usager. Et là aussi, il y a des formules à inventer pour mieux associer les différents acteurs à un même contrat. Et un bon exemple des initiatives qui ont été prises récemment, c'est le projet Cordée à Paris, qui concerne le quartier Batignolles, où différents acteurs ont été réunis donc pour améliorer la production et la consommation de l'énergie sur le territoire. Les différents acteurs ont été réunis, il y a un principe de co-responsabilité des acteurs qui a été mis en place, et un facilitateur également pour accompagner les usagers dans leur consommation énergétique. C'était une expérimentation, mais ce sera intéressant de voir si cette dynamique, si ce dispositif a permis de mettre en place cette dynamique. J'irai un peu plus rapidement sur les autres
implications du digital sur les contrats publics. La première, c'est le passage d'une maîtrise d'ouvrage centrée sur les spécificités de l'infra à une maîtrise d'usage qui là va beaucoup plus se concentrer sur les besoins de l'usager, sa satisfaction, et aussi essayer de rendre différents usages de l'infrastructure possibles, ce qui demande plus de flexibilité au contrat, et également d'être davantage dans une logique de performance avec des indicateurs de performance permettant de refléter la satisfaction de l'usager. Une autre implication, ça va être la mise en place de contrats plus innovants et de davantage accueillir l'innovation dans les contrats publics. Là aussi, c'est un discours qu'on entend beaucoup, que les contrats publics ne permettent pas l'innovation. Il y a quand même des outils qui existent. Il y a un outil spécifique, c'est le partenariat d'innovation, qui permet de mieux intégrer la recherche et développement et l'application des fruits du travail de recherche, avec différentes phases qui donnent de la visibilité aux entreprises, tout en permettant à la collectivité publique d'abandonner ou de retenir le bon projet. Il y a aujourd'hui dans le domaine des Smart Cities un partenariat d'innovation qui a été mis en place par une petite communauté de communes de 30 000 habitants qui s'appelle le PIO Val d'Azette et qui a mis en place ce contrat, avec d'ailleurs le même consortium que sur le projet en Dijon, pour inventer des solutions Smart City adaptées à son territoire. Ça va concerner l'énergie, mais aussi la silver economy. Il y a un périmètre qui est extrêmement large, donc là aussi ce sera intéressant de voir si c'est une formule qui peut fonctionner pour les Smart Cities. Je ne m'étends pas sur les autres outils, mais il y en a qui existent en amont, par exemple le sourcing pour identifier les solutions innovantes avant même de lancer un appel d'offres. Et bien sûr, au cours de l'exécution du contrat, on peut mettre en place des tranches conditionnelles ou réfléchir à des clauses de revoyure qui permettent d'adapter le service, même si c'est un point assez délicat, parce que le droit européen oblige à avoir des clauses suffisamment claires et précises par rapport, évidemment, aux contraintes liées à l'égalité d'accès à la commande publique. Enfin, dernière implication, en tout cas sur cette slide, c'est le partage des risques qui change également dans un univers digital. L'environnement économique change très vite et donc les parties doivent essayer de mieux anticiper ces changements et de prévoir contractuellement ce qui se passe si l'équilibre économique du contrat est remis en cause. Et ça peut amener aussi les collectivités publiques à prendre en charge des risques qu'avant elles ne prenaient pas en charge. Un bon exemple de cela, c'est en matière de mobilité. Sur les transports urbains, ou par exemple sur les services comme Vélib', la collectivité était traditionnellement en mesure de donner l'exclusivité à son titulaire, donc de le protéger de la mise en place de services qui viendraient le concurrencer et remettre en cause l'économie de ce contrat. On voit bien qu'à l'ère digitale, et les vélos en libre service ou les services d'autopartage privés sont un bon exemple de ça, la collectivité n'a plus forcément les moyens d'interdire l'apparition de ces nouveaux services qui vont venir concurrencer le service public. Et donc la collectivité doit sans doute s'interroger sur est-ce que c'est pas elle de prendre en charge ce risque et soit de financer la poursuite du projet dans des conditions financières différentes pour son titulaire si elle veut continuer, soit d'arrêter le projet avec des formes d'indemnisation pour son partenaire privé. Et un dernier point sur lequel je voulais insister sur cette question des contrats publics, c'est la nécessité de systématiser les évaluations, notamment les évaluations socio-économiques. Je le disais en introduction, aujourd'hui il y a un fort manque de visibilité sur les impacts des projets Smart City, et il y a un sondage récent qui montrait que seulement un quart des collectivités publiques analysaient les impacts de leurs projets quand ils avaient une stratégie Smart City, ce qui est quand même extrêmement faible et qui est un réel frein au développement des Smart Cities, parce que si tout simplement on ne sait pas quelles sont les retombées d'un projet, on ne va pas forcément poursuivre son déploiement, et puis il ne va pas pouvoir être déployé sur d'autres territoires. Donc pour lever ce frein, ce qui est important, c'est d'évaluer les projets à la fois en amont, avec des évaluations socio-économiques, pour voir quelle est la valeur sociale, économique et sociale des projets et retenir les plus pertinents, mais aussi a posteriori pour faire le bilan de l'exécution d'un projet, et tout au long de la vie du projet pour guider l'exécution du contrat. Évidemment, l'exercice est rendu plus compliqué, l'exercice d'évaluation est rendu plus compliqué dans l'univers digital, parce qu'il faut tenir compte
des implications dont je parlais, c'est-à-dire la transversalité, le caractère innovant du projet et la nécessité de prendre en compte des acteurs et des points de vue différents. Mais c'est un chantier très important pour le déploiement des Smart Cities. J'en viens à deux autres leviers de la relation publique-privée qui sont des leviers d'action pour accélérer le déploiement des Smart Cities. Le premier, c'est un levier financier. Là, on va dans le champ des services urbains qui relèvent d'investissements privés ou d'initiatives privées. On constate que dans certains cas, il y a une insuffisance d'investissement privé sur des services qui ont pourtant une utilité sociale réelle pour aller vers une transition bas carbone. Et donc un des rôles des collectivités publiques, c'est aussi d'apporter un soutien financier aux acteurs privés pour les aider à développer ces services. Donc ça va concerner des marchés qui sont considérés comme très risqués ou des marchés dont la rentabilité privée ne permet pas de refléter la rentabilité sociale, enfin la valeur sociale. Donc traditionnellement, les collectivités publiques elles intervenaient sous la forme de subventions, mais on va se développer de nouveaux types d'instruments, qui sont des instruments financiers de partage des risques, qui prennent la forme de garanties, de prêts à tout bonifier, ou de quasi-fonds propres ou de fonds propres, et dont l'objet est d'avoir un effet de levier sur l'investissement privé. C'est par exemple ce mécanisme qu'a utilisé le plan Juncker, qui a été mis en place en 2014, où sur la base d'un mécanisme de garantie, l'objectif était de mobiliser 500 milliards d'euros d'investissement d'ici 2020, avec, vous voyez le schéma, une part écrasante d'investissement privé et une petite part d'investissement public, mais qui sert à faire levier. Il y a un rapport récent en France, qui est le rapport Canfin-Zawati, qui appelle à mobiliser davantage ces instruments en France pour favoriser des investissements dans la transition bas carbone, et qui propose les outils existent aujourd'hui, mais ils sont très dispersés et sans doctrine cohérente. Donc il propose de mettre en place une approche beaucoup plus globale sur ces sujets. Ça va concerner par exemple la mise en place de réseaux de bornes électriques dans la ville, où ce type d'instrument peut permettre de faire naître finalement un marché. Aujourd'hui, il y a l'histoire un peu de la poule et de l'œuf. On n'est pas sûr de la rentabilité de ces projets-là. Le fait d'utiliser ce type d'instruments financiers peut permettre de développer ces marchés. Enfin, dernier levier très important, c'est le levier de la régulation, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui avec cette crise des trottinettes électriques. Comme je le disais, il y a beaucoup de services privés qui apparaissent dans la Smart City, qui sont proposés par des acteurs qui sont souvent numériques et qui sont parfois difficiles à appréhender pour les collectivités publiques, parce que elles peuvent être basées à l'étranger, elles ne sont pas forcément propriétaires de leurs actifs, ce n'est pas forcément elles qui exécutent le service dans l'économie de la fonctionnalité. Donc ça crée des difficultés aussi pour la régulation. Et puis ces services, ils sont parfois complémentaires de l'intérêt général, mais à d'autres occasions, potentiellement en conflit. Et parfois même, un même service peut être ambivalent. Par exemple, Waze répond à un intérêt général quand il évite la congestion et quand il évite aux voitures d'aller là où il y a déjà un accident, mais il va contre les politiques publiques quand il déporte le trafic sur des rues résidentielles. C'est un exemple assez classique. Et donc, dans ce genre de situation, les collectivités publiques peuvent être légitimes à intervenir en régulant les initiatives privées. L'objet, ça va être de maximiser les externalités positives de ces services et de réduire leurs externalités négatives. Et la difficulté, évidemment, va être de trouver un équilibre entre faire respecter l'intérêt général, mais ne pas freiner l'innovation et conserver un territoire attractif. Alors, il y a différents outils de régulation qui peuvent être mobilisés. On en cite 3 ici. C'est d'abord en matière de partage des données, les licences d'exploitation. Aujourd'hui, en France, l'open data est assez largement mis en place. Et les licences d'utilisation des données mises à disposition par les collectivités publiques peuvent servir à orienter le comportement des acteurs. Par exemple, la ville de Lyon a mis en place une licence qu'ils appellent la licence engagée, qui soumet la mise à disposition de certaines données à des conditions spécifiques. Par exemple, en matière de mobilité, elle va mettre à disposition certaines données, mais obliger ceux qui les utilisent
à respecter la priorité du trafic dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple à ne pas envoyer les utilisateurs de leurs services sur des rues résidentielles qui ne sont pas faites pour accueillir ce type de trafic. Autre outil de régulation, c'est l'occupation du domaine public. Donc là, on en parle beaucoup pour les trottinettes électriques. Ça passe par la mise en place de parkings, la mise en place de redevances d'occupation. Et puis, enfin, il y a évidemment le levier tarifaire qui sert à orienter le comportement des acteurs, avec par exemple les tarifications incitatives en matière de déchets ou la mise en place de péages urbains, dont on parle aussi dans le cadre de la LOM, aujourd'hui de la loi d'orientation sur les mobilités. L'enjeu pour les collectivités, c'est de mobiliser les bons outils au bon moment et avec la bonne posture. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, on a l'habitude de faire des réglementations très unilatérales qui viennent d'en haut, qui sont assorties de sanctions très lourdes. Moi, ma conviction, c'est que dans un environnement digital, où on ne veut pas freiner l'innovation et où les territoires ont intérêt à rester attractifs, les collectivités publiques doivent inventer d'autres modes de régulation qui, lorsque c'est possible, doivent être plus souples, plus concertés et reposer sur des incitations plus que sur des obligations avec des sanctions financières. Et donc on peut dégager 3 postures de régulation dans la Smart City qui vont de la régulation confrontation, c'est-à-dire face à des acteurs non coopératifs avec des services avec de fortes externalités négatives. Là, ça peut être l'encadrement assez classique de ces activités avec l'interdiction ou la mise en place d'autorisations préalables. On voit par exemple que la ville de Londres a d'abord interdit Uber sur son territoire, ce qui lui a permis ensuite de négocier d'autres conditions d'exécution du service. Une deuxième posture, ça va être la régulation coopération. Là, c'est plus mettre autour de la table les différents acteurs et les amener à respecter les objectifs de politique publique qui sont défendus par la collectivité publique, en leur donnant des contreparties. On voit ça aujourd'hui avec la charte, par exemple, sur les trottinettes électriques, où l'idée est d'amener les acteurs à respecter un certain nombre d'obligations, et la ville va mettre en place des stationnements spécifiques, par exemple, pour aussi faciliter le respect de ces obligations. La ville a déjà dit que si ça ne fonctionnait pas, elle irait vers un système d'autorisation préalable. Il me semble que ce n'est pas une mauvaise démarche dans un environnement numérique. Et puis, si on va aller plus loin dans la coopération, on peut même imaginer des régulations, agrégations, où en fait la ville joue un rôle d'agrégateur et inclut dans l'offre de services urbains à la fois des services publics et des services privés. Et là, un exemple, c'est l'accord qui a été conclu entre la régie de transport de la ville de Nice avec Uber, où la régie subventionne des trajets effectués en Uber lorsque le système de bus ne fonctionne plus, pour permettre à ceux qui prennent le tram de rejoindre leur domicile. Voilà, et en conclusion, et pardon d'avoir été un peu long, je voulais insister sur le fait que la Smart City, c'est un enjeu stratégique à la fois pour les collectivités publiques et pour les collectivités privées. Pour les collectivités publiques, parce qu'elles doivent mettre en place des stratégies Smart City, avoir une vision globale de ces sujets qui prend en compte les opportunités, mais aussi les risques, comme je le disais, adopter les bons outils à bon escient et évaluer les projets Smart. Mais c'est aussi un enjeu stratégique pour les opérateurs privés, et vous en parlerez bien mieux que moi, parce que les acteurs privés, dans un environnement de coopétition, où les différents acteurs doivent coopérer, mais en même temps sont en compétition pour capter la valeur, doivent réfléchir à leur positionnement. Donc la plupart d'entre eux essayent de se positionner comme des agrégateurs, justement. Et également, pour déployer leurs solutions Smart City, les entreprises ont intérêt à sensibiliser les collectivités publiques aux changements que ça implique sur leur façon de collaborer avec les collectivités.